À la suite de ma dernière vidéo sur la chaîne C'est ça le catch, je me suis dit que j'allais vous proposer une petite vidéo dans le même thème, le catch. Ouais. Du coup, je vous propose mon top 20 de mes catcheurs préférés. Au passage, je tiens à remercier les membres de la chaîne C'est ça le catch pour leur retour suite à ma vidéo. C'est vraiment sympa et ça m'a énormément touché. Mais trêve de léchage de cul et commençons la vidéo. Au passage, je tiens à signaler que je vais beaucoup faire référence aux vidéos de la fabuleuse histoire du catch américain. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos-là si vous voulez plus d'infos sur les catcheurs dont je vais parler. En avant pour le top 20. Pour entamer mon top 20, je n'ai pas pu me résoudre à départager ces deux catcheurs, Roman Reigns et Aleister Black. Alors pourquoi deux d'un coup? Eh bien comme je l'ai dit, je ne suis plus vraiment la WWE depuis quelques années. En général, c'est de manière sporadique et c'est plus pour suivre l'actu de certains catcheurs en particulier. Et c'est le cas pour ces deux-là. Roman Reigns, ce monstre samoan qui a débarqué avec le Shield à l'époque où je regardais encore un peu. Et putain, ce bulldozer qui déboîte ses adversaires avec 3 prises quoi. Un dropkick, un coup de poing, un spear et c'est fini. Et à une époque où c'est le work rate ou plutôt les habiletés physiques qui sont mises en avant, j'aime bien voir un catcheur qui défonce tout avec un répertoire limité. Et en tant que heel, je le trouve vraiment crédible et puissant. Et Aleister Black, regardez-le quoi. Un mec tatoué de partout, charismatique, barbu, une entrée magnifique. Bref, le style poussé très loin. Et puis un in-ring de qualité, avec des qualités d'ailleurs athlétiques franchement agréables à regarder. Et puis son coup de pied quoi, le Black Mass, un de mes finishers préférés. Juste un coup de pied puissant en retournée, simple et efficace. Edge. S'il y a bien un heel que j'ai aimé détester, c'est Edge, cet enfoiré opportuniste qui se servait de toutes les bassesses possibles et imaginables pour gagner. S'entourer de la Familia aux côtés de Vicky Guerrero qui abusait de sa position de general manager pour aider Edge à devenir et surtout rester champion. Casser les couilles à Batista, l'Undertaker, Rey Mysterio et bien d'autres. Y a pas à dire, Edge était vraiment un super heel. En plus d'être un catcheur plus que correct, in-ring, malgré un spear que je trouvais un peu merdique. Et puis maintenant qu'il a dû prendre sa retraite, je vois juste un bon gars, sympa et cool, et comme dirait Rabbi, franchement, j'adorerais l'inviter à un barbecue. Mick Foley. Bon bah là, que dire? Un homme bien, gentil, philanthrope, mais surtout une légende du catch hardcore. Putain, vous avez déjà forcément vu au moins une de ses prises de risque, un de ses spots. Que ce soit ses chutes du haut des Hell in the Cell, ses coups de chaise répétés dans la tronche, ses chutes sur la table des commentateurs et bien d'autres. Ces matchs incroyables contre Sting, Edge, Ric Flair, Taker, Triple H et j'en passe. Putain, c'est quand même un mec qui a perdu son oreille dans un match contre Vader. Il s'est fait sauter les dents suite à un coup de chaise. Il a fini en feu dans des barbelés, des punaises et encore à travers des tables. En gros, c'est un énorme parpaing qui a une âme et qui doit douiller physiquement aujourd'hui. Petite mention à ses nombreux gimmicks, que ce soit le hippie un peu ouf de Dude Love, le psychopathe masqué Mankind, le sadique Cactus Jack ou simplement Mick Foley. Bref, gros cœur sur Mick Foley. Brian Pillman. Alors là pour le coup, merci infiniment à la fabuleuse histoire du catch américain pour m'avoir fait découvrir ce catcheur. Mort en 1997, à seulement 35 ans, je ne l'ai évidemment pas connu à son époque, n'ayant commencé à regarder qu'en 2008. Alors pour le coup, ce ne sont pas ses compétences in-ring qui m'intéressent chez ce catcheur, mais son don pour les promos, qui sont d'un autre monde. Et cela est en grande partie dû à sa voix, conséquence d'un polype à la gorge quand il était tout minot. Et son look franchement classe et très imprégné 90. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur lui à part aller chercher ses promos et en particulier celles qu'il a livrées à la ECW. Franchement bluffante et si ça vous intéresse, allez mater la FHC sur lui, ça vaut le coup. Hayabusa. Quelle déception de ne pas avoir découvert ce catcheur plus tôt car il aurait été un de mes catcheurs japonais préférés facilement dans mon top 10. Quel catcheur incroyable, un high flyer impressionnant mais aussi capable de soulever ses adversaires pour les exploser au sol. Innovateur du Falcon Arrow et du Phoenix Splash, rien que ça. Et puis son thème d'entrée qui pète. Et c'est aussi l'exemple type des risques que courent les catcheurs au sein d'un ring, puisqu'il a dû arrêter sa carrière subitement en 2001 suite à une terrible blessure au cou qui lui a pété 2 vertèbres après un moonsault raté, le paralysant. Mais il fut cependant capable de se relever en 2015, montrant que l'espoir disparaît mais ne meurt jamais. Hayabusa nous a quittés en 2016 et restera à jamais comme l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Pardon, j'ai dit qu'Hayabusa aurait pu être mon catcheur japonais préféré, c'était sans compter sur le Great Sasuke.
C'est le même genre que Hayabusa, mais en plus brutal à mon sens. Le Great Sasuke. Il est incroyable ce catcheur, des flips dans tous les sens, des coups de pied fulgurants, que ce soit dans le bide ou dans la gueule. Son look, juste classe. Notez qu'il continue encore sa carrière aujourd'hui à presque 50 ans, n'hésitant pas à se prendre des bumps plutôt violents. Et puis des matchs absolument fabuleux contre Hayabusa, Jushin Thunder Liger ou encore Chris Benoit. Il a par ailleurs fait un passage à WWE pour la quitter quelques jours après. Bon. Batista. Pardon, l'animal. Batista! Ah putain, la première fois que j'ai regardé du catch, j'ai vu un match de Batista. Et nom de Dieu que ça fait peur. Sandek, quand vous avez encore un regard de marque et que vous voyez arriver ce monstre musclé à en exploser, charismatique et dévastateur, y a pas à chier, vous accrochez direct. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. Les muscles, les tatouages, la musique d'entrée, les feux d'artifice, la Batista bombe, son amitié avec Rey Mysterio. Bref, un combo parfait pour un catcheur qui marque les esprits. Au passage, c'est un des rares qui a réussi sa reconversion dans le cinéma. Gardien de la Galaxie, Riddick et j'en passe. Hulk Hogan aurait peut-être dû s'en inspirer. Triple H, The Game, The King of Kings, The Cerebral Assassins. Ah, encore un des premiers catcheurs que j'ai vu, et là, pareil, vous avez une espèce de viking bodybuildé qui vient sur un putain de thème d'entrée, du putain de Motorhead, et qui casse des gueules sans trop de peine, c'est génial. Et ça l'est encore plus quand il en vient à utiliser son meilleur ami, non, pas Shawn Michaels, le Sledgehammer. Et c'est surtout un des catcheurs que j'aime le plus voir saigner. Quand Triple H saigne, c'est génial, ça pisse et ça ne le rend que plus terrifiant encore. Et puis la DX, oui j'aime cette équipe, même en 2006, n'en déplaise à Ravi et Norbert. C'est d'ailleurs avec un DVD qu'on m'a offert quand j'étais tout môme que j'ai découvert la DX. Merci papa. If you smell what the rock is cooking. Ah, si vous êtes fan de catch, je n'ai qu'à lancer cette musique et vous voyez direct de qui je vais parler. The People Champ, The Rock. L'un des catcheurs, si ce n'est le catcheur le plus charismatique de l'histoire. Un in-ring tout à fait convenable et même cool à regarder, mais surtout une attitude, une promo. Les promos du Rock font clairement partie de mes préférés ever. Tout en étant super connard, monsieur super connard même, il est drôle, divertissant, mais surtout hyper drôle. J'adore le regarder catcher, l'écouter parler et même le regarder parler. Les mimiques du Rock sont un régal à chaque seconde. Mais si je l'ai mis aussi bas dans mon classement, c'est pour une simple raison, c'est que je le préfère autant, voire plus d'ailleurs, en tant qu'acteur que catcheur. Il est plus tombon, et ce peu importe le genre de film dans lequel il apparaît. Regardez-le jouer, c'est génial, il est toujours à Burn. Et c'est sans compter sur son lever de sourcil, légendaire, bref, vive Rocky. Ah là, un petit frisson qui accompagne la musique, se fait ressentir. Cette musique a hanté tous les fans de catch du milieu des années 90. L'année 97 qui aura vu l'apparition et le plus gros build-up pour un match au sommet de tous les temps. Je veux bien sûr parler de Sting. Je l'ai découvert à la TNA et je me suis dit, malgré son âge, il a la classe. Alors je me suis renseigné à son sujet et putain de Dieu, quand j'ai vu son bout de carrière à la WCW et que son gimmick ressemblait à s'y méprendre à The Crow, je suis tombé en amour devant Sting. Un bon catcheur, un charisme de fou et une carrière assez longue qui s'est finalement conclue chez la WWE. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vous renvoie à la FHCA sur Sting et je finirai par merci Hogan, encore une fois. Là on attaque mon top 10 avec André le géant, André the Giant. Quel monument! Le catcheur français le plus populaire au monde, si ce n'est le seul vraiment connu d'ailleurs. Atteint d'acromégalie, il mesurait déjà 1m92 à l'âge de 14 ans pour 2m24 à sa mort à l'âge de 46 ans. Petite anecdote, il a connu Samuel Beckett. En effet, ce dernier l'emmenait à l'école car André ne pouvait pas rentrer dans le bus scolaire. C'est plutôt classe, vous en conviendrez. Mais c'est sa carrière de catch qui a le plus marqué l'histoire. En France, au Japon, aux USA et même en Afrique. Putain, ce mec a catché partout. Un géant pareil vendu comme imbattable, indestructible.
À l'époque, il était l'un des catcheurs les mieux payés au monde. Et oui, on peut se faire de l'argent, même par passion. André the Giant est assez méconnu en France, mais reste une icône aux USA, j'y reviendrai un peu après. Son physique faisait mouche, c'était une attraction bien loin des codes de work rate d'aujourd'hui. Il arrivait, faisait 3 moves et gagnait. D'ailleurs, il serait resté invaincu pendant 15 ans avant sa première défaite en 1987 à WrestleMania 3, André the Giant contre Hulk Hogan, légende contre héros national. Ce match fut l'un des matchs les plus attendus au monde et ce show fut LE show de la WWE pendant très longtemps. André était également réputé pour sa gentillesse et sa franche camaraderie. Écoutez les shoot interviews d'autres catcheurs pour vous en faire une idée. Enfin, vers la fin de sa vie, André se dirigea plutôt vers le monde du cinéma, en jouant notamment dans L'homme qui valait 3 milliards, L'homme qui tombe à pic, Zorro, Conan le Destructeur et surtout Princess Bride, qui est une assez bonne surprise d'ailleurs. Pour finir, il marqua la culture populaire, comme peu de catcheurs d'ailleurs. Connaissez-vous la marque Obey? Eh bien, le visage qui inspira cette marque n'est autre que celui d'André the Giant. Cela fait suite à une campagne de street art appelée André as a Posse. Il était également mentionné dans une chanson d'Eminem et 50 Cent, Crack a Bottle. Bref, André the Giant est un monument dans tous les sens du terme, et cela est traduit qu'après sa mort fut créé le Hall of Fame de la WWE et qu'il fut donc le premier à en être membre. Oh yeah! Macho Man Randy Savage, l'un des catcheurs les plus colorés et charismatiques du monde. Regardez ce mec, c'est un putain d'arc-en-ciel. La voix, les lunettes, les robes, les couronnes et surtout des matchs de qualité. Matez-vous son match contre l'Ultimate Warrior et surtout celui contre Ricky Steamboat à WrestleMania 3 en 1987. Le premier vrai worker solide à être dans le main event à une époque où c'était Hulk Hogan et c'est tout. D'ailleurs, on dit souvent que Randy Savage était dans l'ombre d'Hogan. Mais soyons francs, Randy Savage a sa popularité qui dépasse le monde du catch. Comme André the Giant, il marque le cinéma, notamment dans Spider-Man 1 de Sam Raimi, et oui, c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Il prêta sa voix à un personnage de Dexter, l'enfant génie, pas le tueur. Il fait également un album de rap dont je vous recommande le morceau Be a Man où il défonce Hulk Hogan. Il fit des pubs dont les plus connues sont celles pour Slim Jim et le jeu WWE All Stars. Car oui, en plus de l'apparence, il y avait les promos du Macho Man. Survolté, dur à comprendre, mais putain de fun. Enfin, Randy Savage, c'est aussi son histoire d'amour avec Miss Elizabeth. Une belle histoire qui marqua au fer rouge la grande carrière de ce grand catcheur. Je parlais des grands matchs du Macho Man. Voilà très certainement sa plus grande rivalité à la WWE, Jake the Snake Roberts. La moustache, le serpent, la voix, les promos et le DDT. Et oui, à une époque où tout le monde arrivait gonflé à mort, Jake Roberts arrivait avec un physique banal et bedonnant. À une époque où ils hurlaient tous dans leurs promos, il posait sa voix et te forçait à l'écouter, en utilisant un vocabulaire assez vaste pour une promo de catch. Et puis ce n'est ni plus ni moins que l'inventeur du DDT. Inventé par accident, cela deviendra le finisher le plus terrifiant des années 80 et l'une des prises les plus utilisées au monde. Mais Jake Roberts est aussi un serpent, un python qui finissait sur la gueule de ses adversaires, ou un cobra qui pouvait mordre le bras de son adversaire. Quoi. Voilà, la routine quoi. Enfin, Jake Roberts, c'est également une magnifique histoire pleine de tourments, de souffrances et de rédemption. Et au passage, c'est grâce à lui que Stone Cold Steve Austin a pondu sa promo la plus célèbre et a commencé à devenir une star. Voilà, c'est tout. Vous savez de qui il s'agit. The Phenom, The Deadman, The Undertaker. Quand on parle de légende, il y a The Undertaker. Si vous avez commencé à regarder le catch dans les années 90, vous le connaissez. Dans les années 2000, vous le connaissez. Même si vous n'avez commencé que courant 2010, vous le connaissez. Un catcheur mythique, légendaire, qui a traversé les époques et qui fait aujourd'hui figure de demi-dieu du catch aux côtés d'André le Géant. Que ce soit en mort-vivant, en motard, en gothique ou en légende, le Taker, ou Papy comme dirait Rabbi, a laissé une trace indélébile et inégalée dans le monde du catch. D'ailleurs, au passage, pour moi, il n'aurait jamais dû perdre à WrestleMania. Déjà pour sa légende, mais aussi et surtout parce que maintenant la WWE se retrouve emmerdée puisqu'elle a perdu
un de ses plus gros attraits ou points forts pour son show annuel. Mais bon, je regardais déjà plus vraiment à l'époque, donc je m'en branle un petit peu. Bref, ne sachant pas trop quoi dire sur cette légende, je vais vous conseiller 5 matchs de lui que j'aime ou qui m'ont marqué. Numéro 5, en tag team avec Batista et Finlay versus MVP, Greg Kelly et Big Daddy V à SmackDown en 2008. Parce que c'est la première fois que je l'ai vu et que ça m'a marqué bien comme il faut. Numéro 4, contre Shawn Michaels à Bad Blood 97. Première Hell in the Cell de l'histoire et un match devenu culte. Numéro 3, contre Edge à SummerSlam 2008. Dans un autre Hell in the Cell d'anthologie. Intense, violent, sans être barbare. Bon, il manque du sang quand même. Numéro 2, contre Jeff Hardy à Raw en 2002 lors d'un ladder match. Pour le match et surtout pour son final. Et enfin, numéro 1, contre Shawn Michaels à WrestleMania 26 pour la retraite de Shawn Michaels en 2010. Voyez-le, c'est tout. Rey Mysterio. Un des catcheurs que beaucoup de gens, même ceux qui n'aiment pas spécialement le catch, connaissent. Un petit gars masqué qui vole partout et qui arrive à tenir tête à des types d'1m90 voire 2 mètres, tu m'étonnes que ça tape dans l'œil. Je me rappelle la première fois que j'ai vu du catch à la télé, à l'époque de NT1. Le dernier match de la soirée que j'ai vu était Rey Mysterio et CM Punk contre Edge et Chavo Guerrero, si je ne dis pas de conneries, avec Rey et CM Punk qui gagnent par disqualification. Et le choc quand quelques temps plus tard il s'est fait exploser le bras par le Big Show alors qu'il était déjà blessé. Bref, Rey Mysterio, j'ai toujours marqué comme un porc dessus. J'avais et j'ai encore énormément d'affection pour ce catcheur qui a toujours eu un travail de face incroyable. Quand il salue les gamins aux abords du ring, leur donne son masque. Et puis sa carrière totalement incroyable. EC Dub, Dubsy Dub et Dub Dubby, où il a remporté à de nombreuses reprises le titre de champion du monde poids lourd. Et puis plusieurs de ces matchs sont devenus cultes contre Eddie Guerrero, Edge, Kurt Angle, Y2J et j'en passe. Tout fan de catch le connaît ou se doit au moins de le connaître. Rey Mysterio ou la preuve que la taille ne compte pas. Après tout, l'un de ses surnoms c'est The Biggest Little Man, littéralement le plus grand petit homme. Alors avant d'attaquer mon top 5, à savoir mes chouchous, mes catcheurs préférés, ceux qui auraient eu une inspiration directe sur moi si j'avais été catcheur, j'ai décidé de balancer quelques mentions honorables. C'est parti. Shark Boy. Non, c'est pas une blague, j'adore son thème d'entrée, sa tenue, il est pas très intéressant, voire un peu nul comme catcheur, mais moi je l'aime bien envers et contre toute logique. Doink, un clown heel. Voilà, tout est dit. The Boogeyman, j'adore le personnage, sa gueule, son aura inquiétante et son entrée. Voilà, c'est tout. Vampiro, la gueule de ce catcheur et sa prise de finition, le Michinoku Driver, qui est encore aujourd'hui une de mes prises préférées. New Jack. Non, je déconne. DDP. Le thème d'entrée, le Diamond Cutter, son rôle dans The Devil's Reject et le fait que ce soit visiblement un bon gars. Un des rares catcheurs qui a vraiment réussi sa reconversion après le catch avec son DDP Yoga et qui a comme seul mérite d'avoir sauvé la vie de Scott Hall et Jack Roberts. Voilà quoi. Ricochet. Alors là, dans la catégorie catcheur impressionnant, il se pose là. Regardez un de ses matchs et vous comprendrez pourquoi, même si le catch est fake, il est toujours utile d'être un putain d'athlète. Et sans deck, si je l'avais découvert plus tôt, il aurait été direct dans mon top 10, voire mon top 5. Rob Van Dam, parce que les acrobaties qu'il tape, j'aimerais bien pouvoir les faire moi-même. Shannon Moore, le look et les tatouages. Voilà, c'est tout. Stone Cold Steve Austin, et oui, juste une mention honorable parce que je ne l'ai découvert que bien après sa retraite des rings. Et je le regrette un peu, mais bon. Intéressez-vous-y et vous comprendrez assez vite pourquoi c'est l'un des catcheurs qui a rapporté le plus de thunes au monde. L'attitude, la tenue, le Stone Cold Stunner, les bières et les fuck. Et le crâne rasé, le bouc aussi, c'est cool. Umaga, un monstre de plus de 150 kg, maquillé, tatoué, samoan, borin et qui peut t'envoyer son pied dans la gueule. Bon, je crois que tout est dit. La première fois que je l'ai vu, c'était un match contre le Brian Kendrick et je l'ai direct trouvé incroyable. Et le fait que mon père, pour le peu qu'il a regardé avec moi, l'aimait beaucoup. Et encore aujourd'hui, je reste triste qu'il nous ait quittés. Et donc, numéro 5, Chris Benoit. Soyons clairs, si je l'avais découvert plus tôt, il était direct dans mon top 3. Malheureusement, la WWE ayant pris un maximum de précautions pour qu'on n'en entende plus parler, c'est dur de s'y intéresser, surtout quand t'es jeune. Mais putain, quel catcheur.
Technique, brutal, féroce, faisant un grand état du respect et de la perfection dans le ring. Bref, un exemple à suivre pour tout catcheur. Sa prise de finition est d'ailleurs ma prise de soumission préférée, le crippler crossface. Putain que j'adore cette prise! Ses qualités in-ring sont indéniables, il suffit de se mater l'un de ses dizaines de ses bons matchs pour s'en rendre compte. Mais si vous n'en voulez qu'un, eh bien WrestleMania 20, sa victoire pour le titre poids lourd contre Triple H et Shawn Michaels. En dehors de ça, un catcheur que beaucoup décrivent comme adorable ou du moins gentil. Ce qui rend la fin de sa vie que plus incompréhensible et tragique. D'ailleurs, au passage, Lexi Alexander, s'il vous plaît, réalisez-le ce putain de film sur sa vie. Sinon, c'est moi qui m'en chargerai, ok? Bref, Chris Benoit ne sera jamais oublié et restera dans l'histoire comme un des meilleurs catcheurs au monde. Shawn Michaels, The Heartbreak Kid, The Showstopper, The Icon, Mr. WrestleMania. Un catcheur qui a inspiré toute une génération de catcheurs actuels. Certainement le catcheur qui a eu le plus de matchs incroyables à son palmarès, en tout cas à la WWE, qui a remporté quasi tous les titres de cette même fédération, qui a remporté les premières éditions des Hell in a Cell, Iron Man Match et Elimination Chamber. Un des créateurs d'une équipe légendaire, la DX, un type à l'histoire passionnante à l'extérieur des rings, bref, une vraie légende du catch américain. J'adore le voir catcher. C'est vraiment des grands moments, de la poésie dans le ring. Regardez ces matchs contre Undertaker à WrestleMania ou Bad Blood 97, contre Ric Flair à WrestleMania, Kurt Angle, sa feud avec Y2J, ces matchs contre Razor Ramon, Vader, même des matchs moins connus comme Jeff Hardy ou Rey Mysterio. Bref, il y en a une chier à voir sur lui. Le switching music, la descente du coude, le flying elbow, et même sa manière de se rattraper aux cordes et de forcer sur les abdos pour remonter dans le ring. Bref, un athlète incroyable qui, jusqu'à ses presque 50 ans, a continué à faire des matchs de fou. Un charisme monstrueux, malgré des fois des tenues assez colorées, dirons-nous. Et puis la DX. Je sais que la version de 2006 n'est pas plus appréciée que la première version, mais moi, je la kiffe à mort. Dans cette équipe, Shawn Michaels nous montre qu'il peut être insolent et très drôle. Et rire, c'est important. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la clique. Pour ceux qui ne connaissent pas, au milieu des années 90, dans les coulisses de la WWE, Shawn Michaels s'est entouré de plusieurs catcheurs avec lesquels il était devenu ami, à savoir Triple H, Kevin Nash, Razor Ramon et Sean Waltman. Eux 5 eurent une incidence sur les coulisses et avaient une influence directe sur le président de la WWE, Vince McMahon, qui était sûrement d'ailleurs le fan numéro 1 du Heartbreak Kid à l'époque. Écoutez-le en commentaire l'annoncer, vous comprendrez. Et ainsi, Shawn Michaels s'est créé une légende de connard casse-couille, alcoolique et drogué à l'époque. Tout ça pour revenir en 2002 après 4 ans d'absence, posé dans sa vie et en trouver Dieu, et surtout plus agréable à vivre et n'hésitant pas à mettre d'autres catcheurs en avant, ce qu'il refusait de faire auparavant. Encore une fois, écoutez la FHCA sur Shawn Michaels. Pour résumer, un grand catcheur qui pourrait lui aussi donner lieu à un film très intéressant pour son vécu backstage. Super Dragon, un catcheur indépendant, un des fondateurs de la PWG et certainement le catcheur le plus complet au monde, capable de faire des 450 des vrilles dans tous les sens, même à l'extérieur du ring, ainsi que de porter des powerbombs ou des prises de soumission très efficaces. Il possède également un de mes finishers préférés, le Psycho Driver, prise qu'il a d'ailleurs déclinée en plusieurs versions. Un catcheur brutal, bourrin, tu sens que si tu l'affrontes, tu risques de sortir du match avec un bras cassé. Mais aussi un masque absolument magnifique. Tu sens le côté brutal, puissant, mais aussi mystérieux. J'adore ce putain de masque, je vous jure. J'en fais des wet dreams, quoi. Et puis sa tenue. Bon, en gros, il n'y a rien qui chie dans l'esthétisme de ce catcheur. Et il y a plus, et oui, Super Dragon a aussi un respect du kayfabe absolument incroyable. Silent but violent. Jamais une interview, même une shoot, jamais un mot, jamais démasqué, ou en tout cas, j'ai jamais vu sans son masque en public. Juste un petit doigt bien dressé. Une sorte de forme de catcheur parfait. Malheureusement, je l'ai découvert après mon top 2, évidemment. Mais pour finir, un petit mot sur un de ses thèmes d'entrée. I was born on Jupiter, Earth people, New York and California, Earth people. Génial. Numéro 2, Raven. Une petite anecdote. Je l'ai découvert en 2009 dans un magazine de catch. Il parlait du fait que Raven ne restait pas à la TNA malgré un bon match à Slammiversary. Il y avait dessus une photo de Raven et je me suis alors dit putain, il a l'air classe, le cuir, les dreads, le maquillage, tout ça. Ça a l'air super. Il faut que je m'y intéresse.
Et là, tout un monde s'est ouvert à moi. S'il y en a un qui est un digne héritier de Jack Roberts, c'est bien Raven. Pas un moveset de ouf, pas hyper impressionnant dans le ring, mais un sens de la psychologie et une promo géniale. Le ton calme, des métaphores, un phrasé, bref un personnage assez unique. En parlant de son work rate, Raven est capable de te construire un match avec 5 prises. Parmi elles, il y a le drop to hold sur une chaise, car oui, Raven est amoureux du hardcore, et le Raven Effect, aussi appelé le Heaven Flow DDT, un superbe DDT où il bump comme un fou sur le dos. Avec ça, 2 coups de genou, une corde à linge, un bulldog, et voilà, un match de 10 minutes. Tout à l'heure, je disais que Raven est amoureux du hardcore, et bien pour le prouver, il faut voir sa carrière. Il est devenu l'une des plus grosses figures de la ICW, notamment avec ses rivalités légendaires contre Tommy Dreamer et le Sandman. En dehors de ça, il a aussi créé un type de match hardcore appelé le Clockwork Orange Match, en référence à Orange Mécanique. Et oui, Raven est un érudit, doté d'un QI de 143 d'ailleurs. Son nom est d'ailleurs inspiré du célèbre poème d'Edgar Allan Poe, et puis son look, que ce soit avec un short en jean ou en cuir, un kilt et des dreads, peinturé ou non, bref, il a la classe. Enfin au niveau catchesque, Raven détient un grand record puisqu'il est reconnu comme l'un des catcheurs les plus titrés au monde avec 36 titres individuels et ce dans toutes les plus grosses fédérations. WWE avec 27 titres hardcore, champion USA à la WCW, champion du monde à la TNA et à la ECW. Enfin, Raven a un gros vécu backstage, outre son QI et son côté créatif, il y a aussi les histoires d'alcool et de drogue. Bref, quelqu'un que j'admire et dont la vie pourrait aussi donner lieu à un bon film, putain de merde, faites-en un. Mais je l'apprécie moins que mon numéro 1, Jeff Hardy. The Charismatic Enigma, The Extreme Enigma, The Daredevil. Qu'il soit le Daredevil d'E-Ring ou le Willow in the Wisp, le fou masqué, qu'il soit en équipe avec son frère Matt Hardy ou en solo dans ses feuds contre Undertaker, CM Punk, Edge, Umaga, Abyss ou même Jeff Jarrett, que ce soit ses matchs de fou, soit par équipe avec les table match contre la Team 3D, les leather match avec Edge et Christian, les TLC contre les deux mêmes équipes, ou en solo, son leather match contre l'Undertaker, son match extreme contre Matt Hardy, son False Count Anywhere contre Abyss. Alors oui, ce sont des matchs à stipulation, mais il y a aussi quelques bons matchs simples, comme ceux contre Triple H, ou même le premier match que j'ai vu de Jeff Hardy contre Shawn Michaels. En dehors de ça, Jeff Hardy, c'est aussi un esthétisme. J'adore le look de Jeff Hardy. Et même ses looks d'ailleurs, que ce soit les cheveux mi-longs plaqués sur la tronche, des nattes, multicolores ou unis, avec une casquette, ses straps sur les bras, en costume une pièce, peinturlurée sur le visage ou même sur tout le corps, fluorescent ou non. Et même en costard, en face ou en heel, bref, Jeff Hardy a de la gueule. Et puis, puisqu'on parle de l'esthétisme et de l'habillage, parlons musique. Jeff Hardy est un artiste, et comme beaucoup, il fait de la musique. Il a créé son propre groupe, Peroxy White Gen. C'est d'ailleurs avec ce groupe qu'il a fait ses propres musiques d'entrée à la TNA. Parmi ses morceaux, je vous recommande Another Me, Another me is what there will never be. Human Anomaly, Similar Creature, I am a dying breed, laying it all on the line. Don't wanna mess with me at any place or time. We are a dying breed, laying it all on the line. Don't wanna mess with me, similar creatures kind. et Outgrow. Youthfulness will steady mist throughout our days of growing old. Et ça pète. Il y a également sa vie privée. On passe sur le fait qu'il a commencé sa carrière en tant que jobber à 16 ans et qu'il a gagné son premier match contre Razor Ramon, rien que ça. Mais sa vie privée est faite de blessures, d'abus de la vie, de violence et de drogue. Des violences sur le ring, ce qui explique son état de santé actuel, pas au top. Et cela peut également expliquer ses abus de drogue, des abus qui auront mené à ce match exceptionnel à Victory Road 2011 contre l'une de ses idoles en plus, Sting. Mais bon, qui n'a pas fait de conneries ou d'abus dans sa vie, à part des gens chiants. Bref, j'adore Jeff Hardy,
et tout ce qu'il est au niveau du catch en tout cas. D'ailleurs, petit mot sur les ceintures de champion qu'il a créées. Cool. Bon, en gros, je pense que vous avez compris que j'adore Jeff Hardy, qu'il est mon catcheur préféré, j'adore tout ce qu'il a fait dans le catch, de son look à son style de catch, très aérien et dangereux. D'ailleurs, petite dédicace à sa Sweatom Bomb, je marque toujours en la voyant du haut d'une échelle. Et c'est sur ces mots que se termine cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire quels sont vos catcheurs préférés. N'hésitez pas, encore une fois, à vous procurer un exemplaire de ma BD Wolfie, lien dans la description. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Salut à tous!